Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue. Donc, vous ne m'entendez pas. Est-ce que c'est toujours le cas? Si vous ne m'entendez pas, est-ce qu'on me reçoit? Je vois le message de Monsieur Barry. Voilà. Est-ce que vous me Oui, recevez? oui, bonsoir, Monsieur Bado. Oui, maintenant je vous reçois. Merci beaucoup. OK. Monsieur Barry, votre semaine, comment ça s'est passé? Oui, la semaine s'est bien passée. Dieu merci. Et de votre côté? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. D'accord. Monsieur Ah. Drissa Traoré, bonsoir à vous. Bonsoir aussi à Monsieur Josué Sanou. Oui. On a du mal à entendre Monsieur Sanou. Oui. Bonsoir, bonsoir. Là, il est 20h13. Vraiment, beaucoup sont concentrés sur le match de la CAN. Donc, qu'est-ce que vous proposez? On commence et les autres nous prennent en marche ou on les attend? Monsieur Traoré, si vous nous recevez, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, Monsieur Barry, ensuite Monsieur Salou. Oui, Monsieur Bado, moi je pense qu'on peut commencer en attendant qu'il nous rejoigne parce que on ne sait pas à quel moment est-ce qu'on va finir avec le match. C'est ça, c'est ça. Monsieur Traoré, est-ce que vous nous recevez? D'accord, donc rapidement, rappel sur ce qu'on a vu, le rôle de la CNSS, le rôle voilà, de la CNSS et de la Carrefour, voilà, sur la réparation donc, des AT et des maladies professionnelles. Est-ce que déjà il y a des questions sur ce qui précédait? Déjà, est-ce que M. Traoré et M. Sanou me reçoivent, qu'on puisse démarrer? M. Traoré? D'accord, donc on va débuter. Voilà, on va débuter. Et donc, comme on l'avait vu depuis le premier jour, partant même de notre rôle, où le QHSE de base, étymologiquement parlant, renfermait donc quatre éléments, notamment la qualité, la santé, sécurité et l'environnement. Et maintenant que nous tirons vers la fin voilà, de notre programme, nous commençons déjà à voir déjà en tant que QHSE, quels sont les éléments. Donc, ce coup-là, déjà, va nous permettre de, d'avoir une vue globale, partant même de la définition de l'environnement, et quels sont donc les outils qui nous engagent en tant que QHSE. Et par la suite, maintenant, on va terminer avec la typologie et la gestion donc, des déchets pour terminer avec l'environnement.
Donc, c'est un coût très, très important. Voilà, je ne dirais pas que c'est dommage que tout le monde ne soit pas là, mais espérons déjà qu'ils soient là où ils pourront aussi suivre donc, le récapitulatif à travers donc, les vidéos. Donc, rapidement pour vous, quand on parle d'environnement, qu'est-ce que c'est? L'environnement, c'est quoi? L'environnement, qu'est-ce que c'est? Déjà que nous ne sommes pas nombreux, chacun peut participer, ça va permettre donc de rendre le cours interactif. Oui, monsieur Mahamadi, allez-y. Est-ce que monsieur Mahamadi nous reçoit? Oui, monsieur Mahamadi, est-ce que monsieur Mahamadi nous reçoit? En attendant notre volontaire, le temps que monsieur Mahamadi nous... Madame Soulama, bonsoir à vous, bonne arrivée. Ah, problème de connexion, on dirait. Est-ce que madame Soulama nous reçoit? Bonsoir à vous. Et donc, si vous me recevez, merci de Oui, confirmer. bonsoir, monsieur Bado. Bonsoir, monsieur Bado. OK, comment vous allez? Oui, bonsoir. Allô? Allô? Oui, madame Soulama, comment vous allez? Oui, bien. Et chez vous? Oui, ça va bien. Ok, Dieu merci. Merci. Et donc, pour vous, que représente l'environnement? L'environnement, qu'est-ce que c'est? Monsieur Mamadi a levé la main jusqu'à actuellement, peut-être qu'il n'est pas à côté. Est-ce qu'un volontaire peut se proposer? Bonsoir, Monsieur Bado, bonjour à tout le monde. Oui, bonsoir, monsieur Mamadi. Quant à moi, on peut dire que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Ça C'est tout ce regroupe qui nous entoure. oui, ça regroupe la faune, la flore, la végétation, tout ensemble. Donc, pour monsieur Mamadi, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, qui va donc regrouper la faune, la flore et tous ces éléments possibles. Et donc, avant donc de pouvoir poursuivre, c'est très, très important qu'on arrive à comprendre l'environnement. L'environnement dans toute sa composante. Et qu'est-ce que, au niveau national, comment nous, déjà au niveau national, on arrive à concevoir l'environnement? Quelles sont donc les obligations réglementaires qui s'appliquent en entreprise par rapport donc à l'environnement? Et donc, si on poursuit, on arrive à comprendre que l'environnement, en vrai, c'est ce qui entoure grand nombre de qualifications. On peut parler donc d'un qualificatif social, culturel, économique, réel et même naturel. Donc, c'est donc la représentation d'un système. Tout dépend de la place de l'homme au sein du système ou par rapport donc à ce système. Quand on sait que le système, c'est un ensemble donc de composantes, composé d'un ensemble donc d'éléments séparés, mais qui interagissent les uns aux autres pour pouvoir contribuer à l'atteinte d'un même objectif, pour un même but. Quand on prend le corps humain, par exemple, c'est un système qui est constitué donc de plusieurs organes qui ont différents rôles, mais qui arrivent donc les uns aux autres à pouvoir communiquer, interagir pour contribuer donc au fonctionnement donc de l'homme. Et qu'est-ce que
la norme ISO, le référentiel donc, du management environnemental nous dit par rapport à la définition de l'environnement. Il nous dit que c'est un milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant quoi? L'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leur interrelation entre ces différents éléments. Donc, on arrive à le caricaturer comme un ensemble de systèmes où chaque élément essaie donc d'interagir. Et c'est l'interrelation entre ces différents systèmes donc, qui détermine quoi? L'environnement. Pourquoi aujourd'hui c'est sujet d'actualité l'environnement? Parce qu'avec sa définition, on arrive à comprendre que l'environnement, c'est moi, c'est toi, c'est l'air, c'est l'eau. Et chaque composante a un impact, peut avoir un impact. Aussi, chaque composante, par exemple, a une faiblesse. Cela aussi donc, peut avoir un impact sur les autres composantes. Quand on prend le corps humain, il suffit qu'un organe ait un problème et naturellement, ça va se dépeindre même sur la fonctionnalité donc, humaine. Et donc, si on arrive donc à partager le même environnement, il va sans dire que pour éviter que d'autres viennent s'approprier ce domaine-là pour dire ça m'appartient de droit, donc je peux faire ce que je fais. À travers la définition, il faut que l'État lui-même garant commence à mettre des garde-fous. Parce qu'au départ, les entreprises viennent, ils investissent, ils arrivent à contribuer au développement du PIB, etc., etc. Ils arrivent à contribuer sur le plan de l'employabilité donc des jeunes, etc. On arrive à comprendre que leurs activités ont des effets donc sur l'environnement. Et donc, l'État va dire, tiens, mettons en place donc des garde-fous pour que cet environnement qui est profitable à nous tous là soit tout aussi profitable à nous tous, mais il ne faudrait pas que l'activité d'une seule personne mette en mal donc l'environnement dans toute sa composante. Alors donc le système, qu'est-ce que cela va représenter? C'est l'ensemble donc d'éléments organisés en fonction d'un but et par les relations qu'ils entretiennent. Et donc, pour ce faire directement, on continue toujours dans les définitions comme la pollution avec l'environnement. Quand on va parler donc de pollution, c'est la contamination d'un écosystème par une substance qui vient de l'extérieur, sous-produit d'une activité donc humaine, qui peut entraîner donc des dysfonctionnements qu'on peut mesurer. Donc, en d'autres termes, si on parle donc de pollution, qu'est-ce que ça va représenter? C'est lorsque par l'action humaine, on arrive à modifier une des composantes donc de l'environnement. Parce que l'environnement initial est là. Lorsque l'homme peut-être vient s'implanter, implanter son entreprise et que ses activités ont un impact, peuvent modifier même les composantes de l'environnement, notamment l'eau, notamment l'air, notamment donc le sol. On va parler donc de pollution, comme la pollution d'une rivière, la pollution donc de l'air par la fumée ou tout autre composé volatile. Et comme nuisance, une nuisance sera considérée pour nous comme une gêne engendrée toujours par une activité humaine néfaste pour la qualité de vie, mais non forcément dangereuse pour l'homme. Et quand on va parler donc d'une gêne, par exemple, sur le lieu de travail, les mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs, par exemple, dues soit au conditionnement donc de nos déchets, le bruit qui va représenter aussi donc une nuisance pour nous parce que ça va gêner aussi. Ensuite, la poussière, la qualité donc de l'air, à la poussière aussi, ça va représenter donc une gêne. Et voilà donc comment on arrive donc à catégoriser donc les nuisances en entreprise, toujours sur le plan donc environnemental. Alors, on va dire bonne arrivée à ceux qui viennent de nous prendre en marche, notamment M. Zaba Adama et M. Kara Jakaria. Oui, bonsoir, Monsieur Baro. Ah, excusez du retard. Oui, bonsoir Monsieur Bado et bonsoir à tous. Ah, nous sommes un peu en retard, mais bon. Donc, ça peut aller. Alors, Ok. comme on l'avait vu très précédemment, on discutait, on parlait donc de danger. Le danger comme une menace à nos yeux qui a un potentiel de pouvoir créer des dommages.
Et ces dommages-là seront appelés risques sur le plan santé-sécurité. Mais en environnement, on ne va plus parler de risque, on va parler donc d'impact. Quel est l'impact de nos activités sur l'environnement avec toutes ces composantes, l'air, le sol, la faune, la flore, l'eau. Donc, c'est ce qui va nous permettre donc de pouvoir mesurer et travailler donc à pouvoir protéger cet environnement initial. Et donc, l'impact potentiel, action donc de la source, exposition et accessibilité des cibles surtout, mais plus précisément, les quantités et concentrations donc du rejet de nos activités sur les composants de l'environnement, la capacité donc de mobilisation, de dispersion donc de nos rejets aussi toujours encore sur l'environnement et où l'accumulation donc des tissus, des sédiments encore toujours encore donc sur l'environnement. Effet nuisible pour l'homme, les animaux ou encore même encore sur les composants de l'environnement. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est le principe de management de l'environnement. De la même manière qu'on a vu en santé et sécurité, en environnement aussi pareil, il y a des principes. En santé et sécurité, on avait 9 principes. Partant même, le meilleur principe nous disait que pour éviter donc d'aller travailler, combattre, mettre des solutions pour pouvoir traiter un risque, ça sera donc d'éviter le risque. Ensuite, tous les risques qui ne pourront pas être évités, il faut qu'on arrive donc à faire leur inventaire, les analyser, les évaluer. Mais pour aller les traiter, il faut aller donc les traiter à leur source. Donc, on avait 9 principes de prévention santé et sécurité. De cette même manière, en environnement aussi, on dit qu'on a 4 principes fondamentaux qui régissent le management donc, de l'environnement. Et si on parle de management, c'est l'ensemble des éléments qu'on va mettre en place, soit en entreprise ou partout d'ailleurs, pour pouvoir donc manager notre environnement, pour que cet environnement-là soit sain, agréable donc, à tous, où il y a moins d'impact de nos activités donc, sur elles. Alors, on a le principe de prévention et de précaution, le principe du pollueur-payeur, le principe d'information et participation du public et le principe de la non-régression. Quand on parle ici de principe de prévention et précaution, d'après vous, qu'est-ce que cela signifie en environnement? Volontaire. Ensuite, le principe du pollueur-payeur. Ensuite, le principe d'information et participation du public. Et enfin, le principe de la non-régression. Celui qui se sent à l'aise dans l'un des principes peut ouvrir son micro et s'expliquer. Et bonsoir à tous. Bon, pour moi, le principe de prévention et de précaution, ça peut être les mesures que nous avons mis en place pour prévenir comment dirais nos actions impactent sur, bon, j'allais dire l'impact même que nous à travers nos actions, ce que nous imposons comme impact sur l'environnement. Et les précautions seront maintenant peut-être des solutions pour assurer, en tout cas, voilà, c'est ce que j'allais expliquer à travers. Merci, M. Karam. Un autre volontaire pour autre principe ou pour rebondir sur la prévention et la précaution. On en a 4. Volontaire, volontaire. Oui, allez-y. Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous me recevez. Oui, M. Sanou, allez-y. Et c'est peut-être le principe de pollueur-payeur. Bon, à ce Le niveau, je principe du dirais que, pollueur-payeur. oui, oui. À ce niveau, je dirais que, bon, ça, ça implique en fait le fait que lorsque une entreprise, par exemple, arrive dans un milieu et peut-être pollue l'environnement, par l'utilisation de l'huile qui se verse sur le sol, ou bien à travers même le fait de couper les arbres et tout, de polluer l'eau, la personne doit payer en fait
pour compenser les dégâts que la personne a eu à faire sur l'environnement. Bon, c'est un peu comme ça que je comprends ce principe-là. C'est ça. Maintenant, le principe de l'information et la participation du public. Bon, à ce niveau, je dirais c'est peut-être pour la gestion même de l'environnement, vu que très souvent, quand une entreprise part dans un milieu, bon, par exemple, pour ceux qui veulent construire des centrales solaires, il y a des habitats, il y a des personnes déjà qui occupaient cet environnement-là. Donc, il faut les intégrer dans la gestion de cet environnement-là. Donc, bon, d'où on parle de l'information et la participation du public. Bon, voilà un peu comment je comprends ces deux éléments. Merci. Merci, Monsieur Josué Sanon. Donc, le principe du pollueur-payeur, ça répond à ce principe-là qui va peut-être sous-entendre que celui qui pollue, normalement, donc, doit payer. Et la réparation, donc, peut s'expliquer par plusieurs autres choses, réparation et toutes ces choses, on pourra le voir. Monsieur Traoré, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Alors, bon, moi, j'allais parler du principe de pollueur-payeur. OK. Alors, bon, selon ma compréhension, le principe de pollueur-payeur est un principe fondamental du droit de l'environnement selon lequel les coûts liés à la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution doivent être supportés par celui qui la cause. Par exemple, si une entreprise part pour la réalisation des ouvrages quelque part, euh, toutes les mesures, et le prélèvement d'eau, les- l'impact sur l'environnement, il doit payer. Voilà, merci. Merci, Monsieur Traoré. Le dernier principe involontaire, le principe de la non-régression. Comme son nom le dit, le principe de la non-régression. Oui, Monsieur Mahamadi. Donc, quant à moi, si je comprends bien le principe de la non-régression, ça peut, ça va là où si vous polluez l'environnement, l'État peut vous sanctionner à travers comment dirais-je, l'étendue de votre pollution. OK. On doit avoir des normes à ne pas dépasser, ça. Et puis, on dit de payer, vous ne le comprenez pas Beaucoup vite, de d'interruptions. payer le retrait d'un permis, si je me trompe. D'accord, merci, Monsieur Mahamadi. Beaucoup d'interruptions. Monsieur Traoré, allez-y. Ok, merci. Moi, selon ma compréhension, le principe de non-régression consiste à ce que l'État justifie, par exemple, dans le droit international, quand on donne une loi sur l'impact environnemental de quelque chose, l'État ne doit pas essayer comment on appelle ça, essayer de dire que c'est une loi qui est trop dure, il faut essayer d'alléger, voilà, pour notre compte, il faut alléger, quoi. Bon, il doit maintenir, s'il doit le faire, il doit justifier pourquoi il a opté cela. Voilà. C'est ça. Merci, Monsieur Traoré. Alors, de la même manière, déjà qu'on le conçoit en santé-sécurité, à travers donc les 9 principes de la prévention, qui se suivent, partant même de l'évitement même du risque, jusqu'à donner les bonnes informations aux travailleurs, et de cette même manière aussi, cette chaîne donc, de prévention suit son chemin. Donc, avant donc l'implantation donc, de mon entreprise, comme M. Sanou l'a si bien expliqué, je viens trouver un environnement initial. L'environnement dans toutes ses composantes, les animaux, la faune, la flore, elle est là, l'eau, l'air, le débat sont là, les habitants même sont là. Je dois implanter mon projet
On va regarder déjà le bénéfice de ce projet-là pour la communauté. Si on décide déjà d'octroyer le permis d'exploitation, on va faire des études pour voir, partant même de l'environnement de départ et des différents impacts. On va faire une projection pour voir l'activité qu'on va faire là, quels peuvent être les impacts. Et ça doit suivre ce schéma directeur en suivant ces 4 principes. Donc, on a déjà vu les impacts, on a déjà anticipé les impacts, et donc on doit prévoir un plan d'action pour éviter que ces impacts qu'on avait identifiés là, avant la mise en place du projet, je dis, n'arrivent. Et donc, la précaution va nous permettre donc d'avoir des outils pour éviter même que cela donc n'arrive. Ensuite, on est garant de comprendre que toute personne qui pollue doit payer d'une quelconque manière. Ensuite, c'est même environnement de départ qu'on vient de trouver, tout ce qu'on va mettre en place, il faut qu'on informe ces personnes-là qui sont aux alentours que voici les impacts que nos activités ont sur vous, sur votre environnement, en les associant. En trouvant aujourd'hui, ça s'exprime mieux avec les relations communautaires en mine, ça s'explique mieux avec donc, le RSE, la responsabilité donc, sociétale donc, des entreprises, qui fait le pont entre les activités de l'entreprise et la communauté même où le site est implanté. Après tout cela, on nous dit, de la même manière on a mis le niveau haut, il ne faudrait pas qu'on régresse. C'est-à-dire, soit on est au-dessus du niveau sur lequel on était parti, ou soit on reste sur le même niveau, mais on ne doit jamais régresser. Donc, et ça prône de façon générale ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc, si on a prévu, par exemple, arroser, quand vous voyez aujourd'hui les chantiers de construction des routes, on arrose aujourd'hui, on laisse demain, on régresse. Non, si on a commencé à arroser, si dans la prévoyance, on avait dit que chaque jour, on allait arroser, il faudrait qu'on reste sur ce cap de chaque jour-là, où on multiplie même les actions même d'arrosage même dans chaque jour. Donc, voici ce que ces principes-là signifient. Alors, donc, le principe de la prévention consiste à user des dernières techniques afin d'éviter toujours ou de réduire. À défaut d'éviter, on réduit les préjudices qui peuvent être ou qui seront causés à l'environnement déjà démontré scientifiquement. On sait que si on utilise le cyanure et que les résidus du cyanure se trouvent dans l'eau, ça sera pollué. Le principe de précaution, par contre, consiste à prendre des dispositions spécifiques pour éviter qu'on ne pollue l'eau avec le cyanure. Là. Quelles sont les dispositions spécifiques qu'on va prendre face à ces dommages potentiels donc, sur l'environnement? Donc, on va prendre donc, des actions. Par contre, le principe du pollueur-payeur, il oblige les pollueurs, quand on dit les pollueurs, ce n'est pas forcément l'entreprise, tout individu, on verra avec le code de l'environnement, les pollueurs à couvrir les coûts nécessaires pour les mesures de lutte contre leur pollution et la prévention. Donc, il va se traduire par plusieurs moyens, comme je l'avais dit tantôt, par des taxes, par des redevances, par des assurances ou encore des indemnités pour réparer donc le préjudice causé. Parce que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, y compris l'homme lui-même et l'interaction que peuvent avoir ces différents éléments. Alors, le principe d'information et participation du public, ce principe donne au public le droit de prendre part à la prise de décision. On est venu trouver un environnement de départ, on a implanté notre mine. Il faut qu'on les associe parce qu'ils font partie donc des parties prenantes pertinentes qui ont un pouvoir et un intérêt donc sur nos activités. Donc, il faut qu'on les intègre dans la prise de décision, soit avec un département conçu, les relations communautaires, ou encore la responsabilité sociale qu'aujourd'hui on appelle donc quoi, RSE, qui va les ajouter donc dans les prises de décision. Au sujet donc des projets pouvant causer des dégradations à l'environnement, il se traduit donc par des enquêtes publiques, des consultations ou même encore des débats publics. Et enfin, le principe de la non-régression. Ce principe exige une amélioration continue de la protection de l'environnement que la législation donc prend en charge. Est-ce que vous avez des questions avant de poursuivre? On a un nouvel arrivant, Ono. Ono, si Ono nous reçoit, merci d'ouvrir votre micro, présentez-vous.
Ono, invité Ono, est-ce que vous nous recevez? Puis, oui, bonsoir, Monsieur Bado. C'est Kemde. Je vous reçois. Ah, C'est ok, Kemde Kembe Honoré. Honoré. On n'a pas Oui, l'habitude de vous avoir en ligne. C'est la raison pour laquelle. effectivement. D'accord, bonne arrivée à vous, Effectivement. Kembe Honoré. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci de refermer votre micro. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui précède, le temps qu'on avance? Et donc, on a fini donc avec les principes. On va voir les référentiels qu'on utilise donc en environnement. Il y en a 4 référentiels qu'on utilise en environnement, en entreprise. Donc, il en existe plusieurs avec des objectifs différents. On a le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, beaucoup parlent du changement climatique et les statuts en environnement aussi. Parce qu'on a vu que l'environnement, avec toute sa composante et l'interaction que ces différentes composantes peuvent avoir. Donc, aujourd'hui, beaucoup parlent d'empreinte carbone, d'empreinte carbone, d'empreinte carbone. Ça fait partie donc des référentiels donc, de l'environnement. D'autres vont parler donc de BGS, qui est le bilan d'émissions donc, des gaz à effet de serre. Ensuite, on a l'étude qu'on peut globaliser avec l'évaluation environnementale. On a l'étude déchets et enfin, on a le SME ISO 14001 qui est le système de management environnemental, la norme ISO 14001. Donc, quand on parle de référentiel en environnement, on en a 4, les voici. L'empreinte carbone, qui a déjà entendu parler de l'empreinte carbone, qui peut s'exprimer sur l'empreinte carbone? L'empreinte carbone. L'empreinte carbone. Qui a déjà entendu parler, ou personne n'a encore entendu parler de l'empreinte carbone, changement climatique, le bilan carbone, le BGS. Changement climatique, on n'a jamais entendu parler. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, monsieur Salon. Bon, je vais tenter de donner Allez-y, tentez. pour ce qui est du... Ok. Pour ce qui est de l'empreinte carbone, je dirais que c'est une personne lambda comme ça. Et la moto, la circulation, la moto que la personne utilise a un impact sur, bon, produit du carbone, voilà, je dirais ça. Et même la nourriture qu'on consomme. Bon, souvent, j'ai vu, il y en a où on parle jusqu'à essayer d'estimer l'impact en carbone, en production de carbone. Donc, je pense que c'est un peu ça qui est l'empreinte carbone. Bon, je pense. C'est ça. Merci, monsieur Josué. Alors, l'empreinte carbone d'une activité humaine ou d'une entreprise, parce qu'elle est à l'échelle humaine avant d'être à l'échelle globale, parce qu'il faut dire que déjà, avec la COP, aujourd'hui, tout le monde sait ce que on parle donc dans la COP, où il y a plusieurs pays aujourd'hui qui font partie donc de la COP et qui invitent chaque entreprise à travailler une alerte. La COP nous enseigne que, attention, est le changement climatique. Beaucoup donc de nos activités anthropiques peuvent avoir des répercussions donc sur le climat. Aujourd'hui, beaucoup parlent de changement climatique, mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la redistribution climatique. Parce que quand on parle donc de changement climatique, c'est un thème qui fait sujet de débat. Par contre, quand on parle de redistribution climatique, aujourd'hui, il peut faire chaud au Burkina, le lendemain, il fait froid. Donc, c'est cette redistribution-là qui, à mon sens, voilà, peut être juste.
Et donc, vous allez voir que pendant qu'en Europe, il fait froid, on est à moins 2 degrés. Ici, par exemple, nous sommes à 45 degrés. Et donc, on nous alerte. On nous dit que de faire beaucoup attention parce qu'au fur et à mesure que nous sommes en train donc d'avancer, si rien n'est fait, il va arriver un moment où on peut atteindre même le maximum, c'est-à-dire revenir à moins. Voilà, pour ceux, par exemple, qui sont en Europe, où l'homme, le corps humain ne pourra pas résister. Au niveau de la chaleur aussi, pratiquement pareil, à travers donc la désertification. Donc, on nous alerte. Et on oublie chaque pays maintenant fait partie donc de la COP à prendre des engagements en calculant, en faisant plutôt ce qu'on appelle quoi, le bilan carbone. Et chaque pays est appelé à faire le bilan carbone. Je pense que le Burkina l'avait fait en 2021. La prochaine session, c'est chaque 5 ans. Donc, la prochaine session se fera en 2026. À travers quelle chose? À travers la contribution déterminée au niveau national. Chaque pays le fait. Et donc, chaque pays va calculer à travers donc, une procédure de calcul, soit le GIEC, les directives donc, du GIEC 2006, ou soit à travers donc, bilan, le bilan carbone. Et donc, pour revenir maintenant dans son contexte, elle permet donc de mesurer les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, c'est-à-dire qui peuvent lui être imputées à la personne ou à l'entreprise. Elle dépend des facteurs d'émission des intrants liés à cette activité. Donc, il y a des facteurs d'émission déjà qui sont déjà affiliés à chaque domaine d'activité. Quel est son objectif? Elle mesure réellement ou évalue à travers une modélisation des facteurs d'émission des différentes sources d'énergie, permettant donc d'établir des bilans d'émissions par suite d'investir dans des équipements ou des procédés consommant moins de ressources énergétiques fossiles de manière à moins affecter donc le climat. Et derrière ça aussi, ça contribue aussi donc au maintien de l'environnement. Parce que ce soit le gasoil, le pétrole qu'on utilise, arrivé à un moment, ça va disparaître. Arrivé à un moment, on va épuiser toutes ces ressources-là. Si on arrive à les épuiser, par quelle autre alternative on aura ces sources d'énergie? Dans la question. Et donc, on va poursuivre donc avec l'explication. Pour comprendre donc le principe donc de l'empreinte carbone, il faut qu'on arrive à comprendre l'effet de serre. Et en tant qu'aujourd'hui environnementaliste à travers le E du QHSE, quand on va parler d'effet de serre, il faut que nous aussi on arrive donc à pouvoir parler. Donc, qui peut se proposer volontaire pour expliquer ce schéma-là? Ça, c'est le principe de l'effet de serre qui est là. Volontaire. Un volontaire pour expliquer le principe. Oui, allez-y, une main levée. Ok, bon, je vais tenter. Bon, c'est- Allô? Oui. Ok. Bon, je pense que tout commence au niveau des rayons solaires qui, à ce niveau, les rayons solaires qui vont pénétrer, bon, au niveau de la Terre à travers l'atmosphère. Et à ce niveau, on voit qu'il y a seulement 50% qui vont atteindre le sol, aller vers le sol, et les 20% seront absorbés par l'atmosphère, et 30% seront envoyés dans l'espace. Je peux dire ça ainsi. Maintenant, les 50% qui ont pu traverser l'atmosphère, il y a les rayons infrarouges qui seront reflétés. Et c'est dans cette réflexion-là, bon, ça contient la chaleur et tout et tout. Et dans cette réflexion-là, on voit qu'il y a pratiquement 5% seulement qui vont pouvoir quitter l'atmosphère, aller vers l'espace. Et les 95% vont rester bon, entre l'atmosphère et la Terre. Et c'est ce qui constitue en fait l'effet de serre. Bon, de façon un peu résumée de ce que j'ai pu comprendre. Yeah.
Merci, Monsieur Sanou. Autre volontaire? Et Monsieur Zawa? Bon, je vais essayer à peu près ce que M. Sanou a dit, mais je pense que on a les rayons solaires, au moins 100% des rayons solaires qui vont arriver au niveau de l'atmosphère. Il y a 50% qui vont Oui, traverser et 20% vont rester au niveau de l'atmosphère et 30% envoyés dans l'espace. La Terre oui, va absorber les 50% et il y aura des rayons infrarouges émis par la Terre, oui. 100%, et les 5% vont traverser et l'atmosphère. 5% d'infrarouges et des rayons infrarouges vont traverser l'atmosphère et les C'est ça. 95% vont rester entre la Terre et puis l'atmosphère. Et la Terre, je pense que C'est la ça. Terre va absorber encore les 95% les plus bons. Ce qui va, 15%. voilà, ce qui reste là maintenant, ça contribue l'effet de serre, je me dis. C'est ça. Merci, Monsieur Adama. Et donc, ça se résume à ça. Et donc, on a le globe terrestre qui est là. On a l'espace aussi qui est là. On a des planètes qui sont là, telles que le Soleil, etc. Tout, Saturne, Mars, etc., qui sont là. Et donc, ils vont émettre 100% de rayons solaires. Et donc, on va voir cette couche qui va représenter donc l'atmosphère, par exemple, avec cette couche bleue qui est là. Et donc, quand les 100% donc, de rayonnement arrivent, quand les 100% de rayonnement arrivent, on voit que seulement 20% sont absorbés donc par cette couche bleue. Les 30% sont réenvoyés dans l'espace et les 50% donc traversent l'atmosphère pour venir donc vers le sol. Le sol, à travers donc toutes ces activités anthropiques, ils vont convertir ces 50%-là et réenvoyer Ah donc non. dans Mhm. les... Un micro est ouvert. C'est pour une question. Monsieur Sanou, c'est pour une question. OK, voilà. Et donc, les 50% là, combinés avec les activités anthropiques humaines, seront rejetés à 100% maintenant dans l'espace au-dessus donc, du globe. Et donc, l'atmosphère donc, on n'aura pas cette capacité-là de pouvoir faire infiltrer, incorporer donc ces 95%-là. Ils vont représenter donc les gaz à effet de serre. Et donc, seuls 5% vont aller dans l'espace et les 95% donc, seront retenus pour apporter donc ce changement climatique. Donc, et donc, voici un peu le principe donc, de l'effet de serre. Et donc, ça répond à quoi? Ça répond à ce principe-là qui nous dit tout simplement que on a des gaz. On a des gaz qui ont un potentiel réchauffement global. Des études ont pu le démontrer. Donc, ce n'est pas tous les gaz. Il y a certains gaz, on a fait une étude donc, sur 100 ans qui ont un potentiel donc, réchauffement non global. Et quels sont ces gaz-là? On a le CO2, par exemple, qui contribue à 69% du réchauffement non climatique. Ensuite, on a le méthane, pour ceux qui font l'activité donc d'élevage. On a l'oxyde nitreux pour l'exploitation minière pétrolière, les décharges d'ordures. On a les hydrofluorocarbures, les HFC, pour les industries donc, du froid, la climatisation, etc., les poissonneries. On a les perfluorocarbures, les climatiseurs, les systèmes de froid instincteurs, tout ça. Et l'hexafluoro, donc de soufre, les industries donc, pharmaceutiques. Donc, tous ces gaz-là ont un potentiel réchauffement global. C'est leur émission donc, dans l'air à très forte quantité qui entraîne ce qu'on appelle donc quoi l'effet de serre. Donc voici un peu, entre autres, le principe donc de l'effet de serre. Et comment donc ça va se faire? On nous dit pour pouvoir faire le bilan d'émissions carbone, on doit partir par des scopes.
On a la scope 1, d'autres pourront faire des recherches après, la scope 2 et la scope 3. La scope 1 parle donc des sources d'émissions directes propres à l'entreprise, où on nous dit à travers, il y a une norme déjà qui donne tous les directives pour la mise en place donc d'un BGS. C'est la 14 064 qui donne toutes les directives donc nécessaires pour pouvoir mettre en place donc le BGS. On peut aussi avoir les directives du GIEC qui encadrent. Donc, à la scope 1, on nous dit si une activité déjà, une entreprise veut établir son bilan d'émissions carbone, elle doit définir son périmètre opérationnel. C'est-à-dire, par exemple, si c'est tout Kosodo, ça sera circonscrit à Kosodo. Ensuite, on va voir au sein de Kosodo, là, quelles sont les émissions fixes, nos installations qui consomment donc l'un de ces gaz-là, ou tous ces gaz-là. Donc, c'est de voir, je suis dans quel type d'activité. Si je suis dans une activité où je n'ai pas de méthane, le méthane ne fera pas partie de mes gaz. Si c'est beaucoup plus le CO2 et c'est un gaz HFC, par exemple, je vais me concentrer donc sur eux. Donc, on les fait donc, l'émission directe, c'est toutes les sources fixes. Ensuite, les sources donc indirectes vont parler donc de la consommation d'énergie fossile directe, notamment l'électricité. Parce que l'électricité, donc, ce sont des énergies fossiles donc directes qu'on épuise donc avec donc, les barrages hydroélectriques, etc., à travers certains procédés donc, qui peuvent s'épuiser à long terme. Ensuite, la SCOP 3 va nous parler donc des sources indirectes. Lesquelles sources, la SCOP 3 va nous parler donc des sources indirectes. Lesquelles sources indirectes vont nous parler donc du transport, de toutes les activités indirectes donc, de l'entreprise, comment il ravitaille donc ses produits chimiques, tout ce qui concerne donc le transport. C'est comme cela qu'on va calculer ensuite pour pouvoir faire le calcul donc, du BGS propre à l'entreprise. À l'échelle individuelle, c'est la même chose. À l'échelle d'un pays, à travers la contribution déterminée nationale, c'est la même chose. On fait par secteur d'activité. On va voir tout le secteur de la cimenterie. Quelles sont les émissions fixes? Ensuite, par la scope 2, par la scope 3. On va aussi dans le secteur minier. Partout où on peut retrouver donc ces gaz-là, on détermine les pourcentages et on fait des calculs pour obtenir donc une valeur. Donc, de façon ramassée, voici un peu. Pourquoi calculer l'empreinte carbone de son entreprise? La réalisation de l'empreinte carbone s'inscrit généralement dans une initiative plus globale de développement durable ou de démarche RSE. Si la protection donc, de l'environnement via la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité est généralement au cœur donc, des préoccupations, voici des avantages multiples que peut procurer une entreprise ou un pays. Cela donc permet donc de renforcer son image de marque à travers une très bonne communication avec les partenaires et autres, pour construire donc un avantage aussi concurrentiel pour anticiper aussi donc quoi sur les lois, pour booster aussi donc sa marque, l'employeur donc pour dépenser aussi donc moins parce qu'on va investir donc dans des alternatives donc quoi renouvelables et pour accéder donc à de nouveaux marchés, pour accéder donc aussi donc à de nouveaux financements. Donc les BGS, ça se fait donc en fonction donc de quoi? De cette formule-là où la quantité donc de gaz d'émission donc à effet de serre est égale à quoi? La quantité d'émissions consommées multipliée par le facteur donc d'émission physique. Si je veux calculer par exemple, ou M. Sanou veut calculer donc son BGS par exemple, ça serait égal à quoi? À la quantité consommée multipliée par le facteur donc d'émission. On va aller par le scope 1. Le scope 1, on va regarder donc dans celui à la maison, quelles sont ces installations fixes, s'il y a une climatisation et de recharge, quelle est la quantité donc de recharge par exemple sur un an ou sur 6 mois ou sur chaque mois, il va identifier toutes ces sources fixes. Ensuite, la scope 2, l'énergie de la Sonabel, il va voir sa quantité consommée sur un an multipliée par le facteur d'émission. Et ensuite, maintenant, la scope 3, c'est le déplacement. Il va voir sa moto, par exemple. Il consomme combien de carburant par jour, par semaine, par mois, donc par année, multiplié. Si c'est gasoil, essence, il y a des facteurs d'émission, multiplié par les facteurs d'émission. Et ensuite, faire le cumul donc, de tous ces scopes-là pour avoir donc, son BGS global. Et donc, voici donc les différents facteurs d'émission. Le gasoil, le facteur d'émission, l'unité et l'incertitude. Ici, quand on parle d'incertitude, c'est qu'il peut y avoir donc des fuites. Les données ne peuvent pas être fiables. Les données donc ne peuvent pas être fiables. Donc, le gasoil, par exemple, on peut avoir des fuites. C'est vrai qu'on peut mettre au moins 1 litre dans votre moto, mais il peut y avoir donc des fuites, raison pour laquelle on détermine donc des incertitudes à 10%.
L'électricité, on s'est dit, donc, c'est des choses qui sont mesurées, paramétrées. Donc, ce sont des données donc, qui sont non prises en compte, par exemple. Donc, voici un peu quand on parle de BGS, qu'est-ce que cela représente. Est-ce que vous avez des questions sur les BGS? Questions rapides sur les BGS pour qu'on avance. Ou est-ce qu'on peut avancer, les BGS? Oui, allez-y. Oui, merci. Ma question est la suivante. Quelle est la différence entre le PGS chantier et le PGS du projet? Entre Merci. le... PGS du projet et le PGS Non, chantier. ici, on ne parle pas de PGS. Ici, on parle de Hmm. BGS, le bilan d'émission des gaz Non, à effet de PGS, serre, ok. qui sont différents du Ok, PGS ok. Merci. et le plan de Merci. gestion Merci. environnementale et sociale. Ok, merci. Voilà, merci. Question? Sinon, je vais vous montrer par exemple une étude aussi que j'ai menée. Vous allez voir, ça c'est le logiciel V7. Sinon, on a le logiciel du GIEC aussi qui est là. Donc, voici donc comment on calcule. C'est de très grosses données à l'échelle d'une entreprise comme à l'échelle donc d'un pays. Voici comment ça se présente. L'effectif donc de tout ce qui va avec le bilan global à travers la scope 1, énergie directe, la scope 2, électricité, la scope 3, le transport et tout autre voilà, qui peuvent être affectés. L'émission directe, on va voir toute la consommation donc, directe donc, de l'entreprise. Voilà, on va calculer. Voilà, on va calculer et puis trouver donc des valeurs. L'émission donc directe donc, de l'électricité, on va prendre donc des valeurs multipliées par les facteurs d'émission. Ensuite, transport, de façon aussi indirecte, tout le personnel, tout compris. Donc, voici qu'on parle donc de BGS. Voici donc à quoi cela représente. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va toujours avancer. Alors, l'étude et la notice donc d'impact environnemental, qui est le deuxième référentiel donc qu'on va pouvoir voir, parce qu'on a parlé donc de quatre référentiels. Mais avant de parler de cela, on va parler beaucoup plus de l'évaluation environnementale. Qu'est-ce que l'évaluation environnementale donc représente? Et donc, c'est des choses qu'on pourra voir. Quels sont les tests au niveau local, international, donc, qui parlent beaucoup plus donc, de l'évaluation donc, environnementale. Donc, quel est le contexte qui fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus donc, de l'évaluation environnementale? D'où vient la naissance donc, de l'évaluation environnementale? Donc, elle a vu le jour donc, en 1970, suite donc à des préoccupations environnementales. Parce qu'en Europe, on a vu que les entreprises sont là, ils investissent, mais il y a beaucoup d'impact, de répercussions sur l'environnement. Et si on prend la définition donc, de l'environnement avec toutes ces composantes donc, de débat, si on y prend garde, on va continuer à avancer ou nous-mêmes déjà cet environnement-là ne nous sera pas bénéfique, mais on va mettre aussi en péril donc la venue ou encore la vie donc, de tous nos enfants, de toutes les générations donc, futures. Raison pour laquelle aujourd'hui, on va mettre beaucoup plus l'accent donc, sur le développement donc, durable. Donc, l'importance d'évaluer l'impact des politiques, des plans, des programmes donc, sur l'environnement. Voici comment naît l'évaluation donc, environnementale. Donc, elle se résume à quoi? À l'étude d'impact sur l'environnement à sa naissance et avec tous ces outils aujourd'hui qu'on peut voir, notamment l'évaluation environnementale stratégique, ce sont des abréviations aussi qu'on doit connaître, l'étude d'impact environnemental et social, le suivi environnemental, l'analyse du cycle de vie ACV d'un produit ou encore d'un projet, le cadre de gestion environnementale donc, et sociale et en fait l'inspection donc, environnementale. Alors, l'évaluation environnementale, qu'est-ce que cela représente pour nous? C'est donc un outil de protection de l'environnement humain, naturel, économique et d'aide à la décision, dont la mise en œuvre effective pourrait contribuer à atteindre donc, le DDD, qui est le développement durable, se fondant donc sur une panoplie de principes. Et lesquels principes qu'on a déjà vus, le principe de la prévention ou d'action préventive, le principe du pollueur-payeur,
le principe de précaution et le principe donc d'information et de participation donc, publique. Elle donne lieu donc à un document de rapport qui sera consigné les résultats donc de l'étude. Et donc, si on continue donc avec l'évaluation environnementale, qui vise la prise en compte de l'environnement dans la planification ou le développement d'opérations, de projets, de programmes, de plans ou de politiques. Elle concerne des parties prenantes, notamment le promoteur du projet. Si un projet donc arrive, c'est lui le promoteur, c'est lui le porteur donc du projet. Ensuite, les autorités donc compétentes de prendre une décision d'autorisation en connaissance de cause que l'étude plutôt l'activité qui sera mise en place là aura des impacts, mais que ces impacts à travers le principe de prévention et de précaution donc sera géré. Et au public de mieux comprendre le projet, les enjeux du projet et ses impacts sur l'environnement et aussi donc d'exprimer leurs préoccupations. Voici dans quel sens aujourd'hui on parle beaucoup plus d'évaluation environnementale. Alors, donc, quels sont les cadres juridiques qui encadrent donc l'évaluation environnementale? On a la loi et la réglementation locale au Burkina Faso. On a des accords, des traités, donc des directives donc à l'international, parce qu'il faut dire que dans certains domaines de l'environnement, ça peut faire référence à des lois importées, mais lorsqu'on a des déficits dans un milieu, sur un plan, on se réfère toujours aux directives, donc quoi, à l'international. On a aussi des normes telles que la norme 14001. Toutes les normes en matière d'environnement sont dans les 14000. 14001 par rapport à l'environnement. On peut aussi donc avoir 14064 par rapport donc au BGS. On a aussi 14000 par rapport à l'analyse du cycle de vie, la gestion donc des ressources d'eau, etc., etc. On a les règles et protection donc de l'environnement des partenaires financiers. La plupart des gros projets, par exemple, peuvent être financés par qui? Par des bailleurs de fonds, notamment la BAD. Ces personnes-là aussi donc, ont leurs exigences. Et dans quel cas, ces exigences-là aussi donc, deviendront donc, une obligation donc, de conformité. Alors, au Burkina Faso, plus précisément, on a le Code de l'environnement donc, qui encadre à travers ces articles, ces lois donc, et ces tests. Et qu'est-ce qu'on nous dit, par exemple? La loi portant donc Code de l'environnement est claire. Toute activité susceptible donc d'avoir des incidences significatifs sur l'environnement sont soumises à l'avis préalable du ministère chargé de l'environnement. Toute activité, sans exception, qui ont un potentiel donc d'avoir des impacts sur l'environnement, ils doivent avoir l'avis préalable avant leur exécution par le dit ministère. Et l'avis est délivré comment? Elle est délivrée donc sur la base d'une évaluation environnementale. L'évaluation environnementale, elle peut être stratégique, elle peut être une étude d'impact environnemental, elle peut être une notice d'impact environnemental, elle peut être aussi donc une prescription environnementale. Donc, voici comment l'évaluation environnementale donc, trouve tout son chemin. Et l'article 35 va plus loin pour dire soumet à des audits environnementaux réguliers les travaux d'ouvrage, aménagement, activités susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l'environnement. Il donne pouvoir aux autorités compétentes de requérir à tout moment un audit environnemental lorsqu'elles les jugent nécessaires, parce que la loi est le premier garant donc de la sécurité. On a aussi donc d'autres tests, comme on avait vu, la Banque mondiale à travers les normes environnementales et sociales. Les normes de finances. Ailleurs, on va parler donc de IFC. On peut avoir donc les sauvegardes opérationnelles donc de la BAD. Donc, si on est dans un projet qui est financé par ces éléments-là, on doit aussi donc tenir compte donc de leurs différents éléments d'appréciation, notamment les exigences en matière d'environnement, de santé, sécurité. Par exemple, si on parle donc la Banque mondiale est un bailleur de fonds, on va parler donc des 10 normes environnementales et sociales de la Banque mondiale. Et pour ça aussi, je vous invite aussi à aller sur le site même de la Banque mondiale où vous avez une très très bonne formation avec un certificat à l'international même qui est délivré de façon gratuite dont les personnes le savent. Et c'est un ensemble vraiment de contenu très très riche
Mais ça demande en tout cas beaucoup d'assiduité, beaucoup, parce que vous allez prendre la norme 1, par exemple, évaluation, gestion des risques, parce qu'ils intègrent forcément la santé, sécurité, l'utilisation efficiente donc des ressources, l'acquisition donc des terres qui va parler donc de réinstallation même des personnes même affectées jusqu'à la fin. Ensuite, lorsque, par exemple, c'est la Banque africaine de développement, voici aussi donc ces sauvegardes qu'il faut tenir compte. Lorsque c'est l'IFC aussi, voici aussi donc ces 8 normes de performance donc aussi qu'il faut aussi donc prendre compte. Voici un peu comment ça se passe. Ensuite, si on met l'accent sur l'évaluation environnementale, elle peut intervenir donc plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes. Le premier, qu'est-ce qui signifie d'après vous? Le MEEVCCC. Qu'est-ce que cela signifie? Le MEEVCCC. Volontaire? Et le ministère de... Oui, allez-y. Oui, Kemde, allez-y. Monsieur Zaba, notamment. Oui. Bon, moi je dirais que c'est le ministère de l'économie et de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique du Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est absolument ça. Donc, ce sont elles qui financent directement. Ensuite, on a le promoteur. Le promoteur, c'est celui-là qui est porteur du projet. On a les bénéficiaires et les personnes impactées. Et enfin, encore, on a qui? Les consultants. Mais dans le promoteur, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est toute l'entreprise qui se cache donc derrière le porteur donc, de projet. Les bénéficiaires et enfin encore les consultants. Donc, voici un peu toutes les personnes donc, qui interviennent dans une évaluation encore environnementale. Alors, donc, quels sont donc les outils qu'on prend donc pour évaluer l'environnement? Nous avons deux catégories d'outils. Des outils donc de prospection, par exemple, qui interviennent dans la prévention, dans l'anticipation, qu'on peut citer entre autres l'évaluation environnementale stratégique, l'évaluation environnementale sectorielle ou régionale, l'étude d'impact sur l'environnement et social et la notice d'impact sur l'environnement. Donc, ce sont les outils qu'on va utiliser en amont. Ça, c'est avant que le projet même ne naisse. Parce qu'on a vu dans le code donc, de l'environnement, toute personne porteur de projet, d'où ces activités peuvent avoir un potentiel impact donc, sur l'environnement, ces personnes-là doivent aller consulter donc, le ministère de l'Environnement pour venir dire, je veux mettre un projet en place. Quels sont donc les éléments qui accompagnent donc ce projet-là en matière d'environnement? Maintenant, ils vont vous dire, OK, ils vont essayer donc de classer votre entreprise. Donc, pour ce type d'entreprise-là, vous devrez faire une évaluation environnementale peut-être et sociale, une notice d'impact environnemental et social. Donc, voici un peu comment ça se passe. Après, donc, on a des outils de contrôle et de gestion environnementale. C'est-à-dire, le projet est implanté maintenant. Une fois que le projet est implanté, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir le monitoring environnemental, le plan de gestion environnementale et sociale, l'audit environnemental, le système de gestion environnementale et l'analyse du cycle de vie. Et voilà comment ça se présente. Avant le projet, on va planifier, on va aller voir le ministère, ils vont nous dire en fonction des activités qu'on doit mener, voici l'étude que vous devrez faire dans le cadre de la prévention.
Ensuite, lorsque le projet maintenant sera mis en place, on va faire ce qu'on appelle le suivi et la surveillance à travers le monitoring, le PGS, l'audit, le SME, l'analyse donc du cycle de vie. Question avant de poursuivre? On peut avancer? OK, donc on avance toujours. Et donc, l'évaluation environnementale comporte plusieurs outils. Comme on a vu, des outils qui interviennent en amont avant que le projet n'arrive. On va voir le ministère, ils vont nous dire ensuite donc, des outils donc, de suivi environnemental. Et pour suivre ce que la loi nous dit, l'évaluation environnementale stratégique, processus d'évaluation, d'examen des impacts appliqués aux politiques, aux plans, aux programmes, à toute initiative donc localisée en amont donc, de projets, plans, programmes. L'étude d'impact environnemental est une analyse prospective au fait 1, l'identification, l'évaluation, l'atténuation des incidences d'un projet sur l'environnement, de même que la notice d'impact environnemental. L'audit environnemental, lui, c'est une évaluation. Auditer, c'est évaluer un système documenté périodique donc, et objectif. Et maintenant, lorsque c'est fini, tout sera circonscrit à travers donc, le PGS pour faire ce qu'on appelle la surveillance et le suivi environnemental. Question toujours, le cadre environnemental, le plan de gestion environnementale et sociale, dont c'est M. Traoré qui parlait. Lui déjà, il réunit l'ensemble des mesures arrêtées à l'issue de l'étude d'impact. Donc, c'est comme je l'ai expliqué. Je vais créer mon projet, je vais voir le ministère. On me dit, bon, toi, ton entreprise ou encore tes activités, on peut les classer, ils ont un fort impact sur l'environnement. Et donc, comme ils ont un fort impact sur l'environnement, vous devrez faire, par exemple, une étude d'impact environnemental. L'étude d'impact environnemental, c'est un ensemble de documents qui peut atteindre 700 pages, 800 pages et même plus. Tout dépend de la taille même du projet. Et donc, qui va prendre là, voici l'environnement initial que vous êtes venu trouver. Les habitants sont là, les oiseaux sont là, la faune est là, la flore est là. Maintenant, quand vous allez venir implanter vos activités là, vous allez couper des arbres. Il y a certains arbres, il y a certaines espèces qui sont protégées, il y a certaines espèces aussi qui sont envahissantes, par exemple. Les espèces protégées, si vous les coupez, on va voir dans quelle mesure vous devrez donc les compenser, par exemple. Tous les impacts que vous allez avoir pendant la phase donc, de développement du projet, vous allez donc identifier ces impacts-là et proposer donc des actions pour pouvoir contrôler ces impacts-là. Après, on va vous demander donc de faire ce qu'on appelle le PGS, qui est le plan de gestion, qui est différent du BGS. Le BGS, c'est BEGES, qui est le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Par contre, le PGS, c'est l'abréviation du plan de gestion environnementale et sociale. Donc, après l'étude d'impact, on va vous dire de faire le plan de gestion environnementale et sociale. Vous avez déjà identifié les risques, les impacts plutôt. Prenez des engagements pour que tous ces risques-là, à travers donc les mesures préventives et on a vu la prévention donc, et il y avait il y a un mot un peu qui m'échappe. Les 4 principes donc voilà, la précaution, toutes les mesures donc de prévention, de précaution que vous allez à travers des engagements. Là, c'est le promoteur qui s'engage. Donc, c'est l'ensemble des mesures arrêtées à l'issue d'une étude, d'une notice que le promoteur s'engage à mettre en œuvre pour supprimer, réduire, compenser l'impact négatif direct et indirect sur l'environnement et renforcer ou améliorer les impacts positifs à l'activité projetée. Donc, nous, en tant que chercheurs, par exemple, lorsqu'on intègre un projet, immédiatement, on peut demander où est l'outil, où est peut-être le document d'évaluation environnementale, par exemple. On va vous soumettre le document. Mais la partie qui nous intéresse le plus, c'est le PGS. C'est dans le PGS que notre entreprise, notre promoteur a pris l'engagement. Donc, voici, l'environnement de départ, le bruit était à 50 décibels. Nous, quand on va venir, par exemple, on prend l'engagement de rester à 50 décibels. Donc, vous, en tant qu'HSE, vous devrez, à travers la surveillance et le suivi environnemental, vous arranger que l'engagement de 50 décibels soit respecté pendant toute la durée de vie du projet. Par rapport à l'air aussi, vous allez faire pareil. Par rapport aussi donc à l'eau aussi, vous allez faire pareil. Voici comment ça se passe. La prescription environnementale aussi, c'est l'ensemble des recommandations formulées
par la structure en charge de l'évaluation en droit donc des promoteurs des activités. Mais là, c'est pour des catégories les plus faibles, par exemple. Quand on va parler de surveillance environnementale, c'est une activité visant à s'assurer que le promoteur respecte ses engagements et ses obligations en matière d'environnement tout au long de vie du projet. Par contre, le suivi environnemental, c'est l'ensemble d'activités, d'observation, de mesures visant à déterminer l'impact réel suite à toutes les préoccupations qui avaient été prises pendant et après même la durée de vie du projet. Donc, voici un peu comment ça se passe. Alors, toujours, l'un des directions du ministère de l'Environnement, une direction plutôt, qui s'occupe donc de tout ce qui est comme évaluation environnementale, c'est l'ANEV. C'est l'ANEV. Et l'ANEV, qu'est-ce que c'est? L'ANEV, c'est l'Agence nationale d'évaluation environnementale. Donc, lorsque le promoteur arrive, la loi, à travers son article 4, nous décrit, elle catégorise donc les entreprises en fonction de leur niveau d'impact, tel que catégorie A, activité soumise à une étude d'impact environnemental et social. Catégorie B, activité soumise à une notice d'impact environnemental et social. Et enfin, catégorie C, activité faisant objet de prescription environnementale et sociale. Donc, toutes les entreprises, en fonction de leur catégorie, qu'on va leur dire, vous devrez faire une étude d'impact environnemental, vous devrez faire une notice d'impact environnemental, vous devrez faire une prescription environnementale. Quand on va prendre par exemple les entreprises minières cimenteries, eux, parce qu'ils ont beaucoup d'impact sur l'environnement, ils doivent faire une étude d'impact environnemental. Mais les stations, par exemple, eux, ils peuvent faire une notice d'impact environnemental. Et les petites entreprises qui ont moins d'impact, eux, peuvent faire une prescription environnementale. Question. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, s'il n'y a pas de questions, on continue de poursuivre. Alors, quels sont les types de dossiers instruits devant l'ANEV, qui est l'Agence nationale d'évaluation environnementale? Il est très important en tant qu'HSE, on doit pouvoir le connaître. Si on intègre un projet, tout ce qui est comme sur le plan, nous, on va devoir gérer. Si c'est avant le projet, on va gérer donc toute la documentation. Si c'est pendant le projet, on doit les connaître pour pouvoir gérer donc le PGS. On doit donc fournir le rapport d'évaluation environnementale parce que quand on va aller, eux vont vous dire non, vous êtes classé A, vous devrez faire une étude d'impact environnemental. Dans les parties prenantes, on avait vu quoi? Les consultants. Vous allez aller chercher des consultants, il y a des bureaux d'études qui font. Aujourd'hui, ISK même arrive à faire une étude, une notice d'impact, une évaluation environnementale. Vous allez par exemple venir voir ISK, je suis dans le BTP, je dois faire tel projet, on me demande donc de faire une étude d'impact environnemental et social. Donc, on va vous dire, OK, pour faire l'étude d'impact environnemental et social, on va prendre 5 millions. On va faire l'étude, on va faire toute la documentation et on va vous soumettre le document que vous allez aller donner à l'ANEV. Ensuite, le rapport d'étude d'impact environnemental et social, si c'est l'entreprise qui sont intermédiaires ou la prescription environnementale. Le rapport d'audit environnemental et la demande donc de prescription. Ça, c'est le type de dossier que vous devrez fournir. Ensuite, eux, à l'ANEV, ils vont faire ce qu'on appelle le cadrage. Ils vont rencontrer le promoteur pour lui dire, tu es catégorisé dans tel, tu es catégorisé donc, et on va te dire que tu es catégorisé. Voici ta catégorie, voici ce que tu dois pouvoir faire. Ensuite, lorsque c'est bon maintenant, ils vont faire la visite du site. Eux-mêmes, ils vont se déplacer pour venir voir le site. Parce qu'ils peuvent regarder ton projet pour dire que toi, tu dois faire une étude d'impact environnemental et social. Mais sauf que, par exemple, l'environnement est très sensible. Donc, ils vont faire une visite du site. Ils vont faire des enquêtes publiques et maintenant, la surveillance et le suivi environnemental sera consigné donc dans le plan de gestion environnementale et sociale. Donc, voici un peu comment ça se fait. Une fois que c'est bon maintenant, que vous les soumettez toute la documentation, ils vont analyser vos TDR pendant 30 jours, analyser tous les rapports qui vont avec, et en fait, maintenant, ils vont vous délivrer l'avis de faisabilité environnementale donc dans 30 jours. Et donc, après cela, toujours, voilà, ça va suivre toujours ces sessions. Après ça, le suivi maintenant du PGS. Une fois que c'est bon, on va analyser maintenant vos TDR ensuite dans 14 jours. L'analyse du rapport maintenant par l'ANEV, la visite du site encore du projet par l'ANEV, et maintenant on va vous délivrer maintenant un avis de faisabilité environnementale. Et une fois que donc c'est bon, une dernière visite
Une fois que c'est bon, on vous délivre maintenant l'avis de conformité environnementale qui dit que vous êtes conforme parce que vous avez déjà fait l'étude en amont et maintenant, ça va rester maintenant pendant donc, le projet. Alors, donc, quels sont donc tous les acteurs qui interviennent donc dans une étude, donc dans l'évaluation environnementale? On a le promoteur, c'est lui qui est le porteur du projet, le ministère de tutelle, ensuite ses représentants tels que l'ANEV, on a aussi, on peut avoir aussi donc quoi, la DGPE, la direction de la préservation donc, de l'environnement. On a la seconde phase, le promoteur, la phase des TDR, le ministère toujours, et après, le post-étude, les collectivités, donc eux, le promoteur. Donc, voici un peu ce qu'on devrait donc discuter dans ce module donc, de management environnemental. Est-ce qu'il y a des questions? Management environnemental, est-ce qu'il y a des questions? Aujourd'hui, c'est beaucoup compliqué avec la finale de la CAN, ça se comprend. Sauf qu'on est vraiment, vraiment, vraiment pris par le temps si on doit quand même faire la sortie le 8. Donc, raison pour laquelle on n'a pas voulu mettre une pause sur cette séance-là. Monsieur Sanou, allez-y. Et bon, ma question, c'est surtout par rapport au dernier tableau là. C'est allé un Oui. peu très vite, hein, donc j'ai pas vraiment pu bien saisir. Bon, là, déjà, c'est juste pour cartographier. C'est juste pour cartographier en fonction des différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de l'évaluation environnementale. Voilà, et puis maintenant, leurs différents rôles. Donc, ce n'est pas forcément dans l'absolu. On a voulu s'y conscrire pour que tout le monde arrive à le savoir. Le promoteur, les ministères donc, de tutelle et toutes les collectivités donc, qui vont avec. Donc, c'est juste un peu ça. Raison pour laquelle je suis allé un peu vite. Ok, merci beaucoup. Maintenant, j'avais une autre question, c'était concernant même la procédure pour l'évaluation environnementale. J'ai vu qu'il y Oui, avait beaucoup, il y a beaucoup de visites, bon, pratiquement 2 visites de l'ANEVE sur le oui, site. Je me oui. demande, tous ces visites-là, c'est aux frais de qui? Est-ce qu'au final, le projet sera encore rentable? Parce que, bon, déjà même débourser pour l'évaluation et puis encore tous ces tracasseries-là, vraiment. Bon, ce ne sont pas des tracasseries parce que l'État est le premier garant de l'environnement. Avec la définition de l'environnement qu'on a vue, pour un porteur de projet, ça peut représenter des tracasseries, mais pour les personnes qui sont aux alentours, ça ne va pas représenter des tracasseries. Parce que si vous-même, vous êtes sur votre terrain, vous avez payé votre terrain, vous êtes là, et qu'une industrie vient s'implanter, commence déjà à générer de la poussière, le bruit, tout et tout, il va sans dire qu'arriver un moment où vous allez commencer à vous plaindre. Donc souvent, quand on n'est pas, par exemple, partie prenante, on n'est pas touché directement, on n'arrive pas à connaître la plus-value. Donc l'État vraiment a tout intérêt à être très regardant sur l'environnement. Donc ce ne sont pas des tracasseries. Pour un projet, par exemple, qui est budgétisé à des milliards, où déjà le bénéfice même peut tourner aussi à des milliards, payer ne serait-ce que peut-être 50 millions pour l'évaluation environnementale ne représente absolument rien pour une entreprise. Donc, vous allez aller faire l'étude d'impact environnemental et social, même si on vous dit 5 millions. Le PGS, même si on vous dit donc 1 million donc, pour pouvoir le faire. Les différents visibles, la documentation au niveau donc, de l'ANEF, ça ne va pas dépasser peut-être 1 million, 2 millions. Mais derrière le bénéfice que vous allez avoir sur le projet, c'est énorme. Voilà, donc ce ne sont pas forcément, le projet sera toujours rentable. Mais l'État est obligé de passer par là aussi parce qu'ils sont les premiers garants de la protection donc, et même de la santé publique. Aujourd'hui, on voit que avec tout ce qui est comme mine aujourd'hui qui pousse, beaucoup aujourd'hui se plaignent, voici ce qui ressort, voici, voici, voici. Maintenant, si l'État n'est pas regardant là-dessus, c'est la communauté donc, qui paie. Donc, voici un peu. Autre question? Autre question par rapport à... Et donc, je vais vous montrer en tout cas toutes les lois
voilà, qui vont avec même un exemplaire du plan de gestion environnementale et sociale. C'est très, très volumineux. Donc, raison pour laquelle, si vous intégrez automatiquement donc, un projet, il faut aller à l'essentiel. Donc, vous allez voir, par exemple, le projet d'électrification donc, de la Sonabel, voilà, Yélène. Voici donc leur plan donc, de gestion de l'étude d'impact environnemental et social. Donc, c'est un document de 309 pages. Donc, ça prend en compte toute l'évaluation initiale et tous les impacts que peut avoir donc, ce projet donc, sur l'environnement avec toutes ses composants, l'eau, l'air, le sol, la faune donc, et la flore. Mais nous, ce qui nous intéresse, on va aller donc au niveau donc, du PGS, qui est le plan donc, de gestion environnementale donc, et sociale. C'est ce qui donc, va donner donc, tous les engagements donc, que l'entreprise donc, va prendre pendant donc, le cadre donc, du suivi et de la surveillance environnementale. Donc, tous les plantes qui vont couper, si ce sont des espèces protégées, dans quelle mesure l'atténuation donc, va pouvoir, la compensation se fera, tout est consigné. Vous voyez ici, par exemple, plan de gestion environnementale et sociale préliminaire au tableau, aux travaux, par exemple, plan de gestion environnementale sur la faune, donc la gestion des déchets, comment ils vont gérer donc les déchets, sur la réinstallation donc des personnes affectées par le projet, tout est déjà consigné. Donc, sans cette étude préalable-là, après, le promoteur s'en sort avec beaucoup de bénéfices et l'impact reste donc pour la communauté ou l'environnement donc avec toute sa composante. Donc, voici un peu comment ça se passe. Ensuite, on a plusieurs décrets aussi qui le disent. Le code de l'environnement, voilà, donc voici un peu. Voici un peu. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, le temps est un peu bousculé parce qu'il y a la CAN, tout et tout. Donc, beaucoup ne sont pas là. C'est un cours qui est très, très important parce que le prochain qui sera là, on va parler de la typologie et de la gestion des déchets. Et donc, je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous proposez par rapport à la suite? On continue avec, parce qu'en présentiel quand même, on a terminé aujourd'hui avec la typologie et la gestion des déchets. Donc, on va espérer que les gens lisent le résumé donc, du cours. Alors, est-ce que très rapidement, il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, le prochain rendez-vous, ça sera jeudi. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Alors, donc, comme information, on a une mauvaise nouvelle, voilà, pour notamment Monsieur Laurent Zongo, qui avait eu cette opportunité-là suite à l'entretien pour être comme SIGA. Voilà, ce n'est que avant-hier, je pense, voilà, ou jeudi, il a été victime donc d'un accident de circulation. Voilà, donc, il y a eu des dommages intermédiaires, notamment au niveau donc, de la bouche, avec quelques légères blessures, et aussi au niveau donc, de la hanche. Et donc, il était en partance pour le travail. Voilà. Et donc, il n'avait pas porté le casque. Voilà. Et actuellement, il est hospitalisé. Il est hospitalisé. Aujourd'hui, on a eu de ces nouvelles quand même. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Et donc, on va le porter en prière, lui donner beaucoup de force et espérer en tout cas qu'il revienne sain et sauf en bonne santé pour reprendre donc, son activité. Et en même temps, c'est une interpellation pour qu'on fasse attention. On est aussi HSE, on est connaisseur donc de tous les risques auxquels donc, on est exposé. Il faut que nous-mêmes, nous soyons donc acteurs de sensibilisation. Il faut que nous-mêmes, nous soyons même ces canaux-là par lesquels la sensibilisation peut passer, notamment à travers le port du casque. Et pour cette cohorte, ça fait 2 fois parce que depuis 2017 que ISK est là, on n'a jamais eu de problème avec tous nos étudiants qu'on envoie en stage ou encore pour des offres d'emploi. Et nous-mêmes aujourd'hui, ça nous permet vraiment de réfléchir. Voilà, de réfléchir réellement sur... Parce que si on n'arrive pas vraiment, si on y prend garde, ça peut créer beaucoup de problèmes. Parce que vous trouvez des opportunités pour certains, pour vous, c'est pour les aider. Mais s'il y a un problème mortel, ça vous engage beaucoup. Voilà, donc c'est encore pour vous interpeller. Et nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour les prochaines sessions, peut-être à travers des assurances. Voilà. On verra dans quelle mesure, en tout cas, on va trouver une formule pour
garantit en tout cas la santé et la sécurité, en tout cas de tous nos apprenants. Donc, voici un peu les nouvelles qui sont là. Est-ce qu'il y a des intéressés qui souhaitent parler? Ok, donc on va lui souhaiter prompt rétablissement. Et vraiment, Dieu nous éloigne vraiment de ces malheurs et qui nous rejoigne dans quelques jours. Merci C'est pour ça. l'information, M. Bado. D'accord, merci, Monsieur Kara. Autre. D'accord, donc s'il n'y a pas d'ajout, voilà, je vais vous dire merci, merci pour votre présence. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi. Donc, la suite du programme, ça serait un peu bouleversant parce qu'on n'a pas fait, on n'a pas encore fait en ligne la rédaction donc, des CV, etc. Donc, jeudi, par exemple, on pourra le faire. J'avais l'idée donc de proposer une autre séance le mardi, mais jeudi, on pourra le faire. Voilà, tout ce qui est rédaction du CV. Ça ne prend pas assez de temps. On va revenir encore sur le management environnemental. Et enfin, maintenant, poursuivre avec la typologie et la gestion des déchets qu'on avait vu pour le dimanche prochain. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter très bonne soirée. Voilà, prenez soin de vous, que Dieu veille sur vos familles. Bonne semaine à vous et rendez-vous jeudi. Merci, M. Baro. Bonne semaine à vous aussi. Merci.